souvent, ce que je dis aux gens, c'est si on vous bandait les yeux et qu'on ne vous disait pas qu'il y avait de chaîne, quand vous revenez de votre essai, est-ce que vous auriez pensé qu'il y avait une chaîne ou pas de chaîne? Et effectivement, les gens se disent « Ah oui, effectivement, j'aurais pensé qu'il y avait une chaîne ». Moi, je suis né, Dilecta avait déjà disparu de la circulation, mais je me suis remémoré ce vélo jaune Dilecta qui était dans le garage. Je me suis plongé dans l'histoire de cette marque. Et puis finalement, c'est la conjonction de tous les éléments qui ont fait que je me suis dit c'est Dilecta qu'il faut relancer. C'est vrai que quand on veut aller réduire ce chiffre des déplacements qui sont faits en voiture, il faut être presque aussi malin que la voiture, qui est un objet génial. Et donc on a cherché à trouver un objet vélo léger qui pouvait aller concurrencer un peu la voiture. Tu as un premier mode qui se rapproche vraiment dessus d'un vélo électrique classique, 25 km/h, capteur de couple au pédalage. Et ensuite, quand tu montes dans tes modes, ton mode 2, ton mode 3, là, tu es dans un truc un peu hybride où tu as ton capteur de pédalage et tu as ton accélérateur qui devient prioritaire. C'est-à-dire que dès que tu l'actives, c'est l'accélérateur qui prend le pas. Et là, tu peux monter jusqu'à 45 km/h. Alors nous, Radior, on a une philosophie, c'est le fabriquer en France et le fabriquer en local. Donc on a la particularité d'être une des rares marques à avoir industrialisé la fabrication de notre cadre en interne. Donc on fabrique notre cadre. Nous sommes donc sur le salon Lyon Mobility pour parler vélo et rencontrer les exposants qui sont sur le salon. Et donc avec Isabelle, nous allons parler de cette espèce de sorcellerie que j'ai découvert ce matin, qui s'appelle Cixi, C-I-X-I, et qui nous vient d'Annecy, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Annecy. Et alors, est-ce que tu peux est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que c'est Cixi? Alors donc moi je suis Isabelle et j'ai intégré Cixi il y a 1 an pour la partie de mise sur le marché de cette sorcellerie, comme tu dis. Chez Cixi. Donc Cixi, en fait, la genèse de l'entreprise, c'est notre PDG, Pierre Francis, qui s'est dit il y a 8 ans qu'il fallait réenchanter les trajets du quotidien. Alors pour lui, réenchanter les trajets du quotidien, c'est y remettre de l'activité physique, parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre voiture. Et ce temps qu'on passe dans notre voiture, il nous met dans un espèce d'état inactif, marécageux, qui fait quand on sort de notre voiture après 1 heure de trajet matin et soir, on n'est pas bien, on n'est pas réceptif à notre famille, on est dans un état qui n'est pas un état normal pour un être humain. Et pour sortir de cet état et profiter de ce temps de trajet qui, mis bout à bout toute la semaine, est long, il s'est dit il faut que ces trajets soient bénéfiques pour qu'on fasse de l'activité physique. Donc il a pensé aux baskets, mais les baskets c'est compliqué quand on a des enfants, quand on habite dans des régions de montagne. Il s'est dit le vélo, mais le vélo c'est pareil, si je dois emmener mon enfant, le déposer à l'école, si la route est gelée, s'il n'y a pas de piste cyclable. Donc il s'est dit ça va être le vélo mais version améliorée et donc un vélo caréné, donc une petite voiture à pédales. Et c'est pour ça qu'on va vers ce véhicule actif, parce qu'on est obligé de pédaler pour avancer. C'est-à-dire que si tu es dans ton véhicule, tu ne pédales pas, tu n'avances pas. C'est pour ça que ce véhicule, il est actif. Et il y a 8 ans, donc il a cette idée. Et il se dit, comme ça va être un véhicule futuriste, parce qu'au final, il n'existe pas, je vais l'inventer. Je veux un pédalier futuriste. C'est-à-dire qu'il est hors de question que j'ai de la graisse ou de la chaîne dans ce véhicule. Donc la première commande qu'il a passée à ses ingénieurs, c'était je veux un pédalier du futur, donc je veux un pédalier sans chaîne. And here it is. Le PERS est né, donc le PERS ça veut dire Pedaling Energy Recovering System. Donc cette génératrice, puisque c'est une génératrice, c'est son fonctionnement. Elle est faite d'engrenages et un petit peu de sorcellerie, puisque c'est là que nous avons déposé nos brevets de loi de contrôle de pédalage. L'énergie est renvoyée à un faisceau électrique, puis à un moteur de propulsion roue. Et tout ça sans transmission mécanique, puisqu'on voit bien ici qu'il n'y a pas de chaîne et pas de graisse, pas de pignon, pas de plateau. Et toute l'application de ça, c'est qu'il n'y a plus de casse, plus d'entretien. Donc le concept du pédalier qui est sorti sur le marché l'année dernière intéresse les fabricants de vélos, puisqu'ils y voient justement des bénéfices très avantageux pour eux. Alors pour le vélo et pour le vélo cargo.
Et donc, on a une BU qui commercialise ce pédalier et une autre BU qui continue à travailler sur ce véhicule dont je t'ai parlé qui s'appelle le Vigose et qui sortira sur le marché dans 2 ans. Ok. Voilà. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas la vidéo, alors sachez que cet épisode est enregistré en vidéo et en audio. Et donc vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube d'En Roue Libre. Et en fait, donc pour ceux qui n'ont pas la vidéo, on est devant un vélo qui est un vélo de chez Look. C'est un proto. Et donc, on a un pédalier. Et effectivement, on a entre le pédalier et la roue arrière, on n'a pas de chaîne. On n'a pas de transmission, on n'a pas d'arbre de transmission. C'est sans fil. Tu peux nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne? Alors, c'est pas complètement sans fil, puisqu'il y a un faisceau électrique qui est intégré à l'intérieur du cadre, et c'est comme ça que la transmission d'énergie électrique se fait pour être transformée en énergie mécanique dans la roue. Donc, ce vélo Look, c'est un partenariat entre Sixi et Look. Look a eu envie, il y a 2 ans, de co-développer avec nous un nouveau modèle avec ce pédalier sans chaîne. Et donc est né ce véhicule qui plaît beaucoup parce qu'il a un look plutôt city, plutôt urbain, avec ce système innovant de pédalage. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des domaines d'application? C'est-à-dire, là, on voit un vélo, tu nous as parlé d'un véhicule à 4 roues, mais sur votre stand, vous avez également un véhicule à 3 roues, où on pédale, etc. Ce que tu me disais, c'est qu'il y avait la possibilité d'avoir donc un pédalier et plusieurs moteurs. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de comment on peut utiliser ce système? Alors effectivement, nos domaines d'application principaux vont être le vélo électrique dans ses usages vélo-taf, c'est ce qu'on appelle le vélo de commuting, mais pas que. Il y a tout un marché qui se développe sur la cyclo-logistique, donc tous les logisticiens, et puis tout ce qui est vélo-cargo familial. De plus en plus de familles optent pour ce mode de transport où on peut emmener ses enfants, son chien, ses courses. Donc ce sont essentiellement ces domaines d'activité-là pour l'instant, parce que le but ultime de Pierre, c'est de remplacer définitivement la chaîne mécanique par ce pédalier. Donc ça sera certainement une évolution, mais dans sa tête, dans 10 ans, il n'y a plus de chaîne. Il n'y a plus de vélo avec des chaînes. Donc à l'instant T, nos clients sont des fabricants de vélos électriques, des fabricants de cargo électriques, 2 roues, 3 roues, 4 roues, puisqu'en fait, dans ce système, on peut mettre autant de perces en série, donc de pédaliers en série, que de moteurs roues. C'est-à-dire que là, on a un seul moteur, mais sur notre stand, on a un véhicule qui s'appelle le Golo. Sur le Golo, on a 2 roues à l'avant et 2 roues à l'arrière, dans lequel chaque roue a un moteur roue. Donc c'est un système qui est très ouvert, ce qui permet une multitude de véhicules. Et il permet surtout d'accepter tous les composants du marché. C'est-à-dire que nous, on a voulu faire quelque chose qui soit ouvert. Et donc, on est capable d'accepter différents types de moteurs roues, différents types de batteries, différents types d'écrans de copilotage pour en fait que ce système puisse être intégré par un tas de fabricants de vélos. Et alors, comment on arrive à reproduire un effet naturel au pédalage? Alors, j'ai pu essayer ce matin et effectivement, c'est assez déroutant puisque le système semble vraiment naturel, en fait, le feeling est assez naturel. Comment est-ce qu'on reproduit ça? C'est quoi les challenges de faire ça? Alors comment on fait? C'est la magie de Sixi et je ne peux pas en parler ici. C'est ce qu'on appelle les lois de contrôle moteur, les lois de contrôle de pédalage. C'est là toute la quintessence de notre système, c'est là qu'on a déposé nos brevets et tout ça, ça se passe dans le contrôleur moteur. Et c'est vraiment le travail profond qui a été fait chez Sixi, c'est de garder cette qualité d'haptique de pédalage naturel qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui sur le marché, en tout cas sur des systèmes sans chaîne, où on a vraiment l'impression de sentir ses jambes comme si on était sur un vélo musculaire. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est si on vous bandait les yeux et qu'on ne vous disait pas qu'il y avait de chaîne, quand vous revenez de votre essai, est-ce que vous auriez pensé qu'il y avait une chaîne ou pas de chaîne? Et effectivement, les gens se disent « Ah oui, effectivement, j'aurais pensé qu'il y avait une chaîne ». Donc on a vraiment ce
on retrouve cette sensation de notre vélo d'enfance, de notre vélo musculaire, d'avoir une chaîne alors qu'il n'y a pas de chaîne. C'est vrai que c'est assez déroutant, c'est ce que j'ai pu constater. Est-ce que quand on pédale, on génère de l'énergie ou pas? Oui, on génère de l'énergie musculaire. Et la meilleure façon de le prouver, c'est qu'on est capable de faire avancer le vélo si on retire la batterie. Donc, c'est-à-dire qu'on va générer suffisamment d'énergie musculaire pour que le perce fonctionne, que le pédalier fonctionne. La génératrice est entraînée et elle va entraîner le système que j'ai décrit tout à l'heure. Elle va envoyer de l'énergie au moteur roue et le moteur roue va propulser le vélo. Alors évidemment, c'est sur un vélo comme celui-là qui est lourd, avec un moteur roue qui est lourd, on ne fera pas une sortie de 3 heures sans batterie. Mais en tout cas, si on envisage ça sur un modèle plus léger, avec un moteur plus petit, c'est quelque chose qui est complètement envisageable avec l'énergie musculaire uniquement. Et alors aujourd'hui, est-ce que le moteur, enfin est-ce que le système Sixi est présent sur des vélos dans le commerce ou pas encore? Alors pas encore dans le commerce puisqu'on n'est pas encore, on n'a pas notre certification Europe. Donc on vend des systèmes de prototypes, on vend des kits de prototypes à des fabricants de vélos qui eux-mêmes sont en train de développer des prototypes de cargo, de vélos. Donc on ne trouve pas encore ces véhicules dans le commerce. On industrialise ce kit et ce pédalier à partir de janvier 2025. Okay. Donc on peut imaginer que les véhicules finaux pourront être en magasin d'ici fin 2025, puisque nos clients les auront intégrés à leur série industrialisée eux-mêmes et que donc ils seront dans les magasins à partir de ce moment-là. Ok. Donc cyclo-logistique, vélo urbain, des applications peut-être un peu plus sportives? Oui, évidemment. Là, on est en train d'équiper un VTT, purement VTT. Donc oui, on imagine bien que la casse de chaîne, ça arrive beaucoup aussi sur du VTT, notamment en montagne chez nous. Donc oui, on va aussi vers des applications plus sportives. Ok. Petite précision, donc le principe est de, comme c'est complètement 2 unités indépendantes entre le pédalier et le moteur, donc on peut régler la cadence de pédalage et le mode d'assistance également. Exactement. Alors nous, on dit le niveau d'effort, parce qu'on est vraiment dans cette démarche de se dire qu'on fait de l'activité. Okay. Donc on parle de niveau d'effort. Donc le système demande à ce qu'on lui dise à quelle cadence on veut pédaler. Est-ce que je veux tirer gros braquet ou est-ce que je veux plutôt mouliner? Et on lui dit est-ce que je vais être dans un effort moindre ou dans un effort plutôt aujourd'hui j'ai envie de me faire un peu mal aux jambes. Une fois qu'on a choisi ça, on s'occupe de plus rien. On s'occupe de nous et de notre sécurité. Et quel que soit le relief, c'est ces fameuses lois de pédalage qui vont, elles, contrôler ce que va faire le système et comment va avancer le véhicule. Et ça, évidemment, ça peut être changé toutes les heures, tous les jours, parce que selon les jours, on a plus ou moins d'énergie. Mais en tout cas, une fois qu'on a réglé ces 2 paramètres, on s'occupe de plus rien. Ok, excellent. Sur ta présence ici, qu'est-ce qui t'a attiré pour venir exposer sur le salon de Lyon? Ce qui nous a fait venir, c'est cet engouement pour l'écomobilité sur la région de Lyon qui est très prégnante. On sent que Lyon est une ville très dynamique sur ça. Il y a le Grand Plateau, il y a pas mal de fabricants de vélos sur Lyon. Et puis l'envie de l'organisation de faire grossir cet espace. Ils ont commencé un peu plus petit l'année dernière et cette année, ils avaient envie de donner un peu plus d'ampleur. Donc, on s'est dit, on va aller voir. Et on est plutôt déçus, pas déçus, on est plutôt satisfait de notre présence. Alors, même si on est un peu loin dans le bruit, il y a des acteurs. Il y a les rampes et les démos de moto, freestyle et tout ça. Exactement. Ils font bien le spectacle. Mais non, il y a des acteurs importants du vélo. Il y a Ultima, on travaille beaucoup avec Jérôme. Et c'est important d'être dans cet éco-environnement. Il y a les gens de l'ADEME. Donc ce qu'on attendait ici, c'était à la fois de rencontrer les acteurs, mais également de rencontrer les gens qui seront les utilisateurs finaux des véhicules, donc le B2C, les clients finaux. Et on en a rencontré. Et les retours sont super intéressants. Donc on a les 2 volets et on est content. Excellent.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour 2024? Eh bien, que notre démarrage de notre industrialisation des séries soit un feu d'artifice, qu'on ait plein de clients et que les gens soient réenchantés sur leur trajet du quotidien. Excellent. Et où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on a un compte Instagram, on a depuis une semaine un compte TikTok, on est sur LinkedIn et surtout on est à Poisy. Donc on fait partie de ces entreprises qui disent, même sans rendez-vous, tapez à la porte, on a toujours du café et on a très envie de vous voir chez nous. Donc venez à Poisy avec grand plaisir. Excellent. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi Antoine. À très bientôt. À bientôt. Bon, Eric, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et ce que tu fais? Alors, écoute, Eric Van Averbeek, je suis le refondateur, dirons-nous, de la marque Dilectacycle que j'ai relancée donc en 2021. Une marque qui a disparu il y a un demi-siècle, plus de 50 ans, et que j'ai souhaité faire renaître de ses cendres tel le phénix. Et puis, j'ai un parcours dans le vélo, effectivement, de plus de 25 ans maintenant. Le temps passe vite. De plus de 25 ans dans le vélo, avec des expériences, notamment mes débuts dans le groupe Yamaha au sein de la marque MBK, puis le groupe Hutchinson, les pneumatiques Hutchinson, et puis 9 années passées chez Luxcycle également, avant de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec la renaissance de Dilecta. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de relancer cette marque? La passion, je dirais que toutes les expériences que j'ai pu vivre dans le cycle ont un fil rouge quelque part. Mes débuts au sein de MBK, anciennement Motobécane, avec une fabrication à Saint-Quentin. À l'époque, on faisait 120 000 vélos, deux chaînes de montage, une belle histoire, une marque Motobécane qui avait une histoire magnifique. Un fil rouge, comme je disais, la fabrication française, donc, que j'ai poursuivi ensuite à l'international avec Hutchinson, mais aussi une marque française, une fabrication française à Montargis, des pneumatiques, notamment toute je dirais l'épopée tubeless, avec le Python qui est arrivé, sur lequel on a beaucoup travaillé, l'arrivée du tubeless route, avec des fabrications à Montargis, dans le Loiret. Puis après cette belles années, je suis passé chez Luxcycle à Nevers. Avec, on les connaît l'histoire, on la connaît cette très magnifique histoire également avec les pédales automatiques, l'arrivée de la pédale automatique dans les années 80 avec Bernard Hinault, toutes ces pédales qui sont fabriquées à Nevers, l'arrivée d'abord il y avait du cadre aluminium, mais ensuite l'arrivée du carbone, l'avènement du carbone. On n'oublie pas que Hinault a commencé sur de l'aluminium et puis ensuite a basculé sur le carbone, et donc les cadres carbone chez Look. Et donc ce fil rouge, c'est quoi? C'est la fabrication française. Et puis engrangeant cette expérience sur des produits de haute technologie, on parle notamment du tubeless en pneumatique, de toute l'intégration qui a été amenée chez Look. J'ai eu cette envie à un moment donné, il y a eu l'effet Covid, etc. Et j'avais en tête depuis un certain nombre d'années de relancer ou de créer ou de relancer une marque française de préférence qui a une belle histoire. Avec l'histoire, l'ADN, l'héritage, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Et puis effectivement, le fait est que je me suis un peu replongé à un moment donné dans l'époque du Covid, dans le book de... mon père était professionnel, donc pendant plusieurs années, et notamment au sein de l'équipe Camomé Dilecta avec André Garrigade. Et en me replongeant dans le book d'un supporter qu'il avait fait avec de nombreuses pages, je suis retombé sur des articles où j'ai revu ce maillot, Dilecta, Camomé Dilecta, j'ai vu ces articles. Ça m'a remémoré un peu mon enfance où effectivement, moi je suis né, Dilecta avait déjà disparu de la circulation, mais je me suis remémoré ce vélo jaune Dilecta qui était dans le garage, mon père ayant terminé sa carrière professionnelle en 67, je suis né en 70, et c'était des souvenirs, des images que j'ai revues, le vélo jaune dans le garage, etc. Je me suis plongé dans l'histoire de cette marque, et puis finalement, c'est la conjonction de tous les éléments qui ont fait que je me suis dit, c'est Dilecta qu'il faut relancer. Cette histoire est magnifique, une marque qui a été créée en 1913, qui a eu son apogée, l'épopée Dilecta Volbert, les forçats de la route,
7 victoires sur le Tour de Flandre, 5 Paris-Roubaix, 5 fois champion de France. Enfin, une épopée magnifique quand on se replonge dans l'histoire de cette marque. Ok. Une épopée humaine, une aventure industrielle avec 40 000, ils étaient quasiment à 40 000 vélos fabriqués dans l'usine du Blanc. Hein, c'était Dilecta Le Blanc. Donc 250 personnes. C'était une région qui était effectivement nourrie au biberon Dilecta. Et il y a encore, c'est ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand j'ai imaginé la renaissance de cette marque, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une association qui exposait des vélos Dilecta, alors que la marque avait disparu il y a 50 ans, qui était encore vivante, avec une exposition à la fois au Château Neillac et dans le musée des Amis du Blanc. Et donc j'ai pris contact avec la mairie, j'aurais dit voilà, j'ai un projet. De faire revivre la marque Dilecta et on m'a accueilli les bras ouverts. Je n'ai rien promis bien évidemment, j'aurais dit écoutez c'est juste une idée, voilà moi cette marque me passionne, voilà et l'idée c'est de la faire revivre et j'ai vu que les acteurs locaux, régionaux jusqu'à la région Centre-Val de Loire étaient enthousiastes à cette idée et je me suis dit bah, on y va et on part dans cette aventure entrepreneuriale. Excellent, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir que quand on a des marques qui naissent parfois de projets entrepreneuriaux avec une logique, on va dire parfois financière, se dire qu'effectivement c'est un petit peu le souvenir que tu fais renaître et que tu fais revivre. Je trouve que ça a une âme qui est intéressante et une belle histoire à raconter en tout cas. Oui, c'est une histoire humaine, c'est une belle aventure humaine parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes, comme je le disais, au Blanc, dans la région, mais aussi de rencontrer des gens que j'aurais certainement pas rencontrés. C'est un caractère, effectivement, tu as raison. Moi, je suis attaché à l'histoire. Alors, l'histoire du cyclisme m'intéresse, ça m'a toujours profondément intéressé. L'histoire en général, mais c'est ce caractère authentique qu'on a envie de garder, autant que faire se peut. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, avec Gabriel Refait, qui m'accompagne dans cette aventure, on a souhaité relancer la marque avec une fabrication française. Pour nous, relancer Dilecta, c'était faire revivre la marque, mais c'était facile effectivement de se dire bon on sait comment les choses et ce qui est tout à fait normal mais peuvent se passer. On s'est dit non, c'est prioritairement une marque qu'on va relancer avec une fabrication française dans la région d'origine de la marque, dans la région Centre-Val de Loire. Et puis ensuite, on essaiera de prioriser autant que faire se peut la fabrication française, européenne. Et voilà, même si on n'est pas à terme dans la mesure de tout faire en France ou en Europe, sur le moyen terme ou le long terme, on ne sait pas, mais c'est ce caractère authentique qui nous est cher. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la gamme, les produits que vous proposez? Oui, bien sûr. Alors, on s'adresse, Dilecta, comme je le disais, c'est une marque historique, plutôt premium, résolument premium de par son histoire également. C'est une marque qui faisait plutôt des vélos haut de gamme et on a souhaité rester sur un positionnement, je dirais, haut de gamme, avec des produits présentant un niveau de finition irréprochable, une fabrication dans un premier temps, une fabrication artisanale, donc artisanale française. Aujourd'hui, on lance le Forza dans sa nouvelle version en aluminium, mais on a démarré ça nous paraissait logique de démarrer par du cadre en acier, dans la mesure où effectivement, lorsque la marque s'est éteinte, tous les cadres Dilecta étaient en acier, avec de très beaux aciers, des aciers de niveaux différents, des allages de niveaux différents. Et donc on est revenu avec une gamme assez simple, s'adressant aux cyclistes passionnés sur la route. Donc un produit qui s'appelle le Dilecta, donc le Leblanc, en hommage à la marque qui était Dilecta Leblanc, puisque fabriqué au Blanc. Donc le modèle Leblanc, c'est un modèle route, c'est un modèle endurance en acier, en Columbus Spirit, un modèle qui a fait le Bordeaux-Paris notamment l'année dernière, qui est vraiment adapté à un usage longue distance, confort, plaisir. Polyvalent. Voilà, polyvalent. Okay. Et puis donc son pendant sur le gravel, avec l'histoire de la marque, avec les forçats de la route, où à l'époque, dans les années 20, les routes c'était du gravier, c'était déjà du gravel à l'époque. Hein. Et si tu viens sur le stand Dilecta, tu verras un peu l'ancêtre du gravel. Et donc ça nous paraissait tout à fait naturel de lancer également un modèle gravel qui s'appelle le Forza,
en mémoire au Forçat de la route, les frères Pélissier, l'équipe d'Ilecta Volbert des années 20. Et donc on a décliné le modèle Forçat, donc en Columbus Spirit également, donc un acier haut de gamme, fabriqué à Aume chez notre partenaire qui est Sifac. On a choisi un partenaire résolument fiable, qualitatif, sur lequel on a pu s'appuyer, avec une finition exemplaire, 16 couleurs au choix, différents niveaux de montage que l'on propose à la carte. On s'adapte aux besoins de nos clients. Un nombre de couleurs, je disais, qui est de 16 couleurs. Et on s'adapte à la demande de nos clients qui, parfois, nous demandent des composants qu'on n'a pas forcément référencés. Okay. Mais notre agilité, notre flexibilité nous permet de répondre à cette demande. Donc on a démarré avec 2 modèles. Et puis un 3e modèle qui est venu se greffer sur la base du Forçat, qui est le Paname, qui est un modèle urbain sportif, plutôt adapté à un usage sport, loisirs, voilà. Donc 3 modèles. Nous lançons en avant-première sur Lyon Mobility le Forçat en version aluminium. Pourquoi on lance cette version? Parce qu'effectivement, on est sur un niveau de prix qui dit fabrication artisanale française, dit produits de qualité qui ont un coût également. Donc on est sur un kit cadre à 2 790 €, que ce soit sur la route ou sur le gravel, avec des vélos qui démarrent, je dirais, à 4 500 5 000 € en prix moyen. Et nous avons eu la demande depuis la création de cette gamme. On a eu régulièrement de la demande pour un niveau de prix un peu plus accessible aussi. Les gens qui font du gravel nous ont dit 3 000 €. Donc on a lancé le Forçat AL, le Forçat aluminium, qui est en aluminium 7005. Donc c'est les Firelight Series de chez Deda, fabriqués artisanalement aussi à l'unité en Italie, et qu'on propose à partir de 3 000 €, 3 290 €. Et on a du 10, 11, 12, 13 vitesses, du GRX 400 jusqu'à l'écart, sur des niveaux de prix allant de 3 290 € à 5 990 €. Le kit cadre, cadre aluminium, fourche, carbone, gravel, est proposé à 1 790 €. Ok, très bien. Et vous êtes distribué comment? Alors, la distribution, elle est omnicanale, c'est-à-dire qu'on vend via notre site dilectacycle.com, donc on répond directement à la demande de nos clients, et puis on a un nombre restreint, je dirais limité de magasins dans un premier temps. On est chez Kilomètre Zéro à Paris, on est chez Papillon aussi au Batignolles dans le 17e arrondissement, on a Drop Bar, on a Culture Vélo Anglette, on a Culture Vélo Caen. On a 5 points de vente aujourd'hui qui proposent nos produits. Nous n'avons pas souhaité, et nous n'avons pas été en mesure, je dirais, si on peut dire, mais c'était stratégique, d'élargir dans un premier temps le réseau de magasins, dans la mesure où on avait une capacité de production qui était limitée. Et on s'est dit, ok, on y va step by step, on commence par bien livrer nos clients qui nous passent des commandes en direct, on livre bien les 5 magasins que nous avons, autant que faire se peut, avant d'aller se brûler les ailes à ouvrir 10, 15, 20 magasins qu'on n'aurait pas pu livrer correctement, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'était pas structuré pour le faire. Donc comnicanal, ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à être présent sur le salon de Lyon? Alors, on a été contacté par Yannick qui nous a expliqué qu'il avait effectivement fait une exposition de la marque Follies l'année dernière et qu'il souhaitait renouveler cette expérience de présenter aussi au sein du Salon de Lyon, dans le cadre du développement de la partie vélo, de présenter une marque historique qui pouvait raconter en quelque sorte un peu l'histoire du cyclisme. Et il nous a sollicité en nous demandant si nous étions intéressés à présenter Dilecta. Donc on est venu avec des vélos des années 30, 40, 50, quelques vélos qui montrent du vélo urbain au vélo gravel, comme je le disais, l'ancêtre du gravel, au vélo de route, parce qu'on a un vélo du Tour de France 1951. Voilà, de présenter la collection de vélos historiques de la marque, et c'est l'occasion aussi de présenter les nouveaux modèles. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce salon? Alors, je trouve que déjà, c'est un très très beau salon, je dirais dans l'ensemble, de par sa configuration, il y a, je trouve, beaucoup de monde. Hein, c'est vrai qu'il y a une audience et une assemblée, je dirais, qui est très nombreuse. J'étais très surpris parce que j'avais en tête, dans mes premières années, on avait le mondial du 2 roues à Paris. Et donc le mondial du 2 roues regroupait
le vélo et la moto. Et donc ça me remémore un petit peu ces premières années où effectivement il y avait beaucoup de monde et j'étais très surpris à la fois par le nombre d'exposants. Je crois qu'on parle de 700 exposants. J'ai pas tous les chiffres en d'après tête, ce que Yannick m'a dit. 700 exposants, une petite centaine d'exposants vélo. Et je trouve que développer cette partie cycle au sein de Lyon Mobility et du Salon du 2 roues, c'est une excellente idée qui ne peut que faire la promotion du vélo qui est quand même dans l'air du temps et que les deux peuvent se conjuguer bien effectivement ensemble. Excellent. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Ce qu'on peut nous souhaiter pour 2024, c'est une belle réussite avec l'arrivée de notre Forza Aluminium, qu'il trouve sa clientèle également et qu'on puisse poursuivre le développement de Dilecta comme il se doit, avec beaucoup d'authenticité, de volonté. On va également, et ça c'est intéressant peut-être à signaler, on va également rapidement revenir dans la performance. C'est-à-dire que comme je te le disais, Dilecta c'est une marque qui a une vraie histoire dans le cyclisme, qui a été au plus haut niveau avec le Tour de France et toutes ses victoires. Et il nous semble, comment dirais-je, logique de faire revenir aussi Dilecta, au même titre que tu as par exemple des marques en Italie qui s'appellent Colnago, Bianchi a une telle histoire, de faire revenir Dilecta dans la performance. Et donc on va arriver, après l'aluminium, l'acier, l'aluminium, on arrivera rapidement avec des produits en carbone pour faire revenir Dilecta dans le côté performance pure. C'est une gamme qui sera, tu verras, qui sera clairement positionnée sur la performance, qui est compatible avec les autres univers qu'on présente et surtout les autres segments que l'on présente en termes de positionnement de produits. Excellent. Bon, où est-ce qu'on te trouve ? Alors, on nous trouve sur dilectacycle.com, cycle au pluriel. Donc là, vous trouvez l'ensemble de la gamme. Vous trouvez également les magasins qui, effectivement, présentent des produits Dilecta. Vous avez également les vélos tests. Vous pouvez tester les vélos auprès des magasins ou nous contacter directement sur contact@dilectacycle.com. Super. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi, Antoine. À très merci. bientôt. Un plaisir de te revoir. Nous sommes toujours sur le salon Lyon Mobility avec Galian. Le Galian. Voilà. Le formidable de Galian, le premier cargo taille au monde, on va dire. Mais je t'écoute, Antoine, avec plaisir. Ça fait très plaisir de te rencontrer. De même. Je suis enchanté. Après avoir spammé mes posts LinkedIn, exactement, avoir trollé mes posts LinkedIn avec de l'auto-promo, nous voici. Je ne recule devant rien. Voilà, exactement. Mais voilà, nous sommes devant ce cargo tail. Oui. Donc de chez Galian. Est-ce que tu peux nous parler déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de la boîte ? Exactement. Moi, je m'appelle Vincent Renard. Je suis cofondateur de Galian. On ne fait jamais les choses tout seul. Et on a une belle petite équipe aujourd'hui dans Galian. Et Galian, c'est assez simple. C'est deux sujets principaux. Le premier, c'est de donner envie de décarboner les déplacements du quotidien. Comment on fait que ce ne soit pas une contrainte, mais justement un plaisir que de se déplacer sur un objet de mobilité actif, on va dire, puisqu'il y a du pédalage. Donc ça, c'est vraiment ce premier point, parce que moi, je suis assez attaché à cette espèce de pourcentage qu'on connaît tous. Il y a 75% de nos déplacements qui sont faits en voiture sur des déplacements de moins de 5 km. Et donc ce pourcentage-là, il nous intéresse pour tenter de le réduire et donc donner envie de décarboner les déplacements du quotidien, c'est ça. Premier sujet. Et deuxième sujet qui est assez clair, assez simple, c'est comment on fait un vélo, un objet qui permet de décarboner, mais que ce vélo-là, que cet objet de mobilité, il soit fabriqué en France. Donc on est sur le sujet numéro 2, la réindustrialisation de notre objet, de notre marque. C'est ça l'idée. Et il y a un troisième sujet quand même, c'est que comment est-ce qu'on a un vélo qui se veut polyvalent et qui réponde à plein de besoins en fait. Oui, c'est vrai que quand on veut aller réduire ce chiffre des déplacements qui sont faits en voiture, il faut être presque aussi malin que la voiture, qui est un objet génial. La voiture, c'est vraiment un objet génial parce qu'en fait, on peut être tout seul ou à 4 ou 5 dedans, ou avec des affaires dans le coffre, etc. Et donc, on a cherché à se dire, on a cherché à trouver un objet vélo léger qui pouvait aller concurrencer un peu la voiture. Alors évidemment que le vélo, même avec une motorisation, il ne permettra pas d'aller faire 50 km d'un trait et 50 km au retour. Par contre,
comme on a ce périmètre de circulation qui est très court, le vélo cargo, en 2019, quand on a démarré l'aventure, on s'est dit le vélo cargo, c'est vraiment cet objet qui permet d'aller concurrencer la voiture. Et puis on a réfléchi au vélo cargo et on s'est dit, mais en fait, quand on regarde ce qui est proposé aujourd'hui, ok, on a une belle caisse à l'avant, on peut y mettre des fois 2, des fois 3, des fois parfois 4 enfants. Et voilà, c'est tout. Donc comment est-ce qu'on fait? Et puis on a vu le long tail arriver. On s'est dit, putain, le long tail, c'est génial. On peut mettre 2 ou 3 gamins derrière, c'est bien, avec un petit sac devant. Et on s'est dit, mais dans le monde du vélo cargo, qui regroupe ces 2 catégories, long tail avec la longue queue derrière, le porte-bagages allongé, et puis dans la catégorie des vélos cargo avec cette boîte à l'avant qui permet d'emmener du monde, il n'y avait pas le mix des deux. Donc on s'est dit, mais il faut qu'on crée quelque chose autour de ça. Donc on a, d'un coup de crayon avec un designer, travaillé autour de ça, et on a déposé le nom qui s'appelle Cargo Tail, en disant c'est le mix des deux. On peut donc vraiment emmener un deuxième adulte. Je pars du boulot, je suis tout seul, j'ai des gamins qui sont à l'école, etc. Et j'ai un copain ou une copine ou ma femme qui m'appelle, qui me dit je suis en centre-ville, passe me prendre. On peut le faire. Et si elle a un gros sac de sport, etc., on met le sac de sport devant et on rentre à 2 adultes. Donc on est un peu en mode scooter. Et moi qui faisais beaucoup de mobilette quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de vélo, je fais toujours beaucoup de vélo, mais quand je faisais de la mobilette, j'avais un biplace. À l'arrière, dans les années 85-90, on était en biplace, et forcément on ennuie du monde. Donc c'est ça l'idée, cet objet, c'est d'aller chercher et de rester vélo. Donc biporteur, une roue devant, une roue derrière. Voilà l'objet. Donc on peut transporter jusqu'à 3 personnes. Alors, ça dépend évidemment de la taille des personnes. Bien sûr. Alors, voilà. Donc 2 enfants. 2 enfants devant, ouais. 2 enfants derrière, un pilote, ce qui fait 5 humains. Évidemment, le pilote, il est plus lourd que... Mais en effet, on a aujourd'hui des gens qui roulent avec 2 enfants derrière, 2 enfants devant. Les enfants derrière sécurisés par un garde-corps, qu'on n'a pas là sur ce modèle-là. Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais vous le verrez bientôt. Garde-corps breveté. Et donc, on peut vraiment être à 5 humains sur ce véhicule-là. C'est pas forcément ça l'objectif premier, mais c'est aussi intéressant d'avoir 2 enfants qui peuvent être derrière et de mettre des sacs de sport ou des courses devant. Ou alors 2 gamins qui ne s'entendent pas et on dit bon, il y en a un qui passe devant, l'autre qui passe derrière. C'est le fait d'être versatile dans ses capacités de mobilité. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Effectivement, je trouvais impressionnant et puis très malin en plus d'avoir la capacité de mettre des choses devant, enfin des choses et même des gens devant, des choses et des gens derrière. Quand est-ce que vous c'est né la marque Galian? On est né en 2019, fin 2019. On était vraiment dans une réflexion. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de vélo dans mon quotidien, enfant, à la campagne. J'ai fait beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres à vélo. Et j'ai toujours été... on va pas dire gêné, on va pas dire embêté. J'ai toujours été très surpris en arrivant dans des grandes villes, que ce soit Londres ou Rennes. Bon, on ne les compare pas forcément, mais c'est les 2 grandes villes que je connais un peu, puisque je venais de la campagne. Et quand j'arrive dans ces grandes villes, je doublais en vélo continuellement des gens seuls dans leur voiture. Et donc j'ai toujours été impressionné par ça, par le fait que les gens soient seuls dans leur voiture avec des véhicules. Donc les gens promènent de l'acier, de l'aluminium, des roues, pour justement n'emmener que 80 ou 75 kg d'humain. Donc ça m'a toujours perturbé. Et je me suis dit, je ne travaillais pas du tout dans le vélo, et je me suis dit, tiens, quand je serai vieux, à quel endroit je pourrais me retourner et regarder dans le rétro et de me dire, tiens, j'aurais fait un petit bout. J'aurais fait un petit bout de la réduction de l'empreinte carbone. C'était un peu ça l'objectif. Et comme j'aime bien le vélo, j'aurais pu peut-être le faire sur un autre sujet. Je me suis dit, allez, sur le vélo, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est ce qui me permet de me lever tous les matins en me disant c'est génial, quand on en vend un, on est hyper content parce qu'on a un client qui dit super, je veux remplacer un bout de ma voiture, ou alors je vais en parler et peut-être que voilà. Donc c'est tout ça qui est hyper motivant. Donc c'est né en 2019 de la rencontre de 3 personnes avec lesquelles on a travaillé autour de ce projet. Puis aujourd'hui on a complété l'équipe et on est une petite dizaine à peine à travailler sur ce projet Galian. Et 2024 c'est hyper important pour nous parce que c'est le 10 février la livraison des 10 premiers vélos qu'on a fabriqué. Alors c'est court et c'est long. Je me dis 2019-2024, c'est 5 ans, si mes calculs sont bons, pas tout à fait. Mais c'est le temps du prototypage, de la réindustrialisation, de faire un premier proto, un deuxième proto, ensuite une pré-série. Ça, c'est la version pré-série. Et donc, voilà, ensuite de partir sur le sujet. Voilà l'idée.
Excellent. Alors donc le vélo est équipé d'un moteur à boîte de vitesse intégrée Valeo. Oui. Ouais. Tu peux nous parler justement de pourquoi l'utilisation du moteur Valeo? Alors il y a 3 raisons importantes. On a fait le pari du moteur Valeo qui s'appelle le Cycli. On a fait le pari pour 3 raisons. La première raison, c'est que à partir du moment où, comme je te le disais Antoine, on concurrence la deuxième voiture, il y a un moment donné où on va porter plus que son poids. Donc on va porter le pilote, 75 ou 80. Il a ses jambes pour pédaler, normalement il est autonome. Il a un vélo qui peut emmener, donc c'est un vélo qui pèse une cinquantaine de kilos. Mais quand il a 2 gamins devant et un adulte à l'arrière, POC, il passe à 200 kilos. Et donc 200 kilos, il faut pouvoir emmener et assister la montée de 200 kilos sur des pentes à 10 ou 12 ou même plus. Et donc ce moteur Valeo, c'est le moteur le plus puissant du marché parce qu'il développe en couple 130 Nm. Alors il ne faut pas confondre, je pense que nos auditeurs qui connaissent bien, enfin tes auditeurs, pardon, je dis mes auditeurs comme, enfin nos auditeurs comme Ils sont un peu à toi aussi. Ah, c'est gentil. Ouais. Enfin tes auditeurs, ils connaissent le vélo, mais c'est vrai que le Nm c'est du couple, c'est pas de la vitesse. On est donc sur une puissance qui permet d'atteindre 25 km/h avec 200 kg. Donc ça c'est hyper important, premier point. Le deuxième point, c'est que les ingénieurs de Valeo qui sont très malins, ils ont permis une ouverture du système qui permettent au moteur de ne pas être trop fermé, même vraiment ouvert à d'autres prestataires qui permettent d'implémenter de la géolocalisation ou des éléments qui permettent de communiquer avec ce moteur. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il est hyper malin parce qu'il intègre une technologie de boîte de vitesse à l'intérieur. Tu en as parlé, la boîte de vitesse est développée par une boîte française qui s'appelle Effigear, qu'on salue ici, qui sont là-bas, Effigear. Au bout, Effigear avec toute l'équipe de Vincent Lecornu. Et donc Effigear a développé une boîte de vitesse brevetée. Valeo s'est intéressé au sujet, a dit nous on sait faire des moteurs électriques, vous avez une boîte de vitesse intelligente, on met tout ensemble dans un même on va dire moteur, en fait, dans un même bloc. Ce qui permet, c'est un avantage hyper intéressant, ça permet de libérer la roue arrière du dérailleur ou de la boîte de vitesse moyeu comme on peut la connaître. Donc derrière, comme devant, on a juste 2 axes traversants. Je ne veux pas être trop technique, mais c'est hyper intéressant parce qu'on démonte la roue arrière comme la roue avant en 2 minutes, quoi. Et ça, c'est vraiment un avantage. Après, c'est un moteur qui travaille soit en chaîne, soit en courroie. Nous, on a choisi la courroie parce que pour les mêmes raisons que la puissance, sur un vélo cargo, on emmène lourd. Donc souvent, la courroie est plus intéressante en termes de longévité. Voilà. C'est ça les gros atouts du Valeo. Les 3 points importants sont là. Ouais. Très très bien. Où est-ce que tu es distribué? Alors, très bonne question. On est distribué chez nous. Chez vous. On est basé à Rennes. Et c'est pour le moment, on est une jeune marque. On en a prévendu presque une 50aine. Et on les vend en direct. Pourquoi on les vend en direct? Parce que comme on est hyper attaché au niveau de nos valeurs sur le Made in France, on a forcément des coûts de production qui sont un peu plus forts que ceux que tous les cadreurs qui font, toutes les marques qui font leur cadre en Asie. Donc on a besoin de vendre en direct nos vélos. Alors on ne les vend pas tout seul en direct, c'est-à-dire qu'on les vend nous-mêmes en faisant notre propre petite communication avec nos petits bras musclés. Mais on se repose sur un réseau d'ambassadeurs et le premier réseau d'ambassadeurs, ce sont nos premiers clients. Donc on a déjà des premiers clients qui roulent avec les vélos, qui en ont parlé autour d'eux. Et donc on est sur ce mode-là. On est innovant aussi sur le modèle de distribution pour voir comment on réussit à construire une vraie relation. Par exemple avec des cafés vélos qui, eux, ont besoin d'un vélo cargo. Pourquoi pas de ce vélo-là pour l'utiliser pour leurs enfants, pour leur quotidien. Donc ce vélo, il peut être à disposition dans une dizaine ou une quinzaine de villes de France. Et puis ce vélo peut permettre de faire le test auprès de gens qui disent j'ai entendu parler de Galian, je vois ce que c'est que le Formidable, je connais son prix, je connais les valeurs de la boîte, il me reste à l'essayer pour voir s'il me convient. Et donc ces gens vont intervenir en tant que relais pour nous. Mais aujourd'hui, en 2024, on n'est pas encore capable de passer par un réseau de distribution en Europe. On en a vendu un peu en Europe, là on en a vendu un en Norvège, un aux Pays-Bas, un en Belgique, un en Suisse et un à La Réunion. Mais La Réunion, c'est la France. Pas mal. Est-ce que tu peux nous parler du tarif de ce modèle? Oui. Alors on a voulu justement, c'est très lié à ta question, elle est très liée avec le modèle de distribution. On est sur 9 230 € TTC.
Donc les 100 premiers, on fait une remise de 15%, donc on est à 7 845 € TTC. Et notre, on va dire notre phare, hein, nous on aime beaucoup, on aime beaucoup voir la concurrence et les concurrents et partenaires. On reste cohérent par rapport aux vélos premium allemands ou hollandais. Donc on se dit, tiens, on est une marque française, on est aussi capable de faire du vélo premium avec vraiment des grosses notions de durabilité et d'hyper-réparabilité. Là, je l'ai bien dit, je suis content. Hyper-réparabilité, c'est pas facile. dur, hein. C'est dur à dire. Et donc, le fait de dire, voilà, on fait un vélo premium qui a un certain coût, mais qui reste cohérent par rapport à la concurrence allemande. Voilà, allemande ou hollandaise. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es là au Salon de Lyon? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu exposer ici? On est au salon du 2 roues parce que déjà on fait un 2 roues, parce qu'on est aussi on a le même moteur que Ultima avec Jérôme Mortal et on a été invité par Ultima et Cara qui est le cluster, le cluster lyonnais pour venir exposer sur le stand Made in France. Donc on remercie ici vraiment l'invitation du salon, d'Ultima et de Cara pour participer à cette modeste exposition du Made in France et de dire coucou, on est là français, venez nous voir et on va vous montrer ce qu'on sait faire. Et on salue Jérôme Mortal qui œuvre beaucoup chaque jour pour le Made in France, pour la promotion du Made in France et puis pour rendre ça possible. Qu'est-ce que tu aimes toi sur ce salon? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi j'aime bien la cohérence et le mélange des genres. J'ai mon permis moto parce que c'est quand même un salon du 2 roues, donc il y a quand même beaucoup de motos et beaucoup de motards et de motardes. Et alors moi je fais plus de moto parce que j'aime tellement le vélo que je fais plus de moto, mais j'ai eu mon permis assez tôt. Et je trouve que, alors je me pose toujours des questions quand même sur est-ce que les gens qui s'intéressent vraiment au vélo et qui s'intéressent vraiment au cargo, est-ce que c'est des gens qui sont aussi motards? Mais j'aime bien la cohérence et j'aime bien aussi le mélange des genres. Donc là, on est pile là-dedans. Je pense que quand on est motard, on est capable d'apprécier les belles motos, donc les belles voitures, mais on est aussi capable d'apprécier les beaux vélos. Et donc, il n'y a pas de... Moi, j'aime pas mettre les gens dans des cases et de dire tu es motard, tu es automobiliste, tu es cycliste. Les gens, à des endroits, ils vont être cyclistes parce qu'ils vont adorer passer 15 jours de vacances, ils vont faire du vélo taf, pas tous les jours. Enfin, c'est hyper intéressant de croiser les endroits. Et on ne verra jamais pointer du doigt un vélo qui n'a pas de pédale ou une trottinette ou un truc comme ça. Je pense que c'est intéressant de vivre en cohérence. On n'est pas tous des fourmis dans une fourmilière. On a chacun besoin d'utiliser des objets de mobilité un peu différents. Tu me verras toujours râler un petit peu sur des gens qui roulent avec des voitures de 5 tonnes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais sinon, pas tellement plus que ça. Où je râle, je suis très optimiste et je râle pas beaucoup, mais je trouve toujours un peu dommage de prendre sa voiture pour aller chercher son pain à 500 mètres. Donc là, je suis plutôt... mais je vais pas râler. Je vais plutôt prendre mon vélo et dire je suis allé chercher mon pain à 12 bornes, revenir chez moi. Et les gens me disent mais t'étais où? J'étais à 12 km là. Mais comment t'as fait Et c'est par l'exemple qu'on réussit à changer les gens. C'est pas en montrant du doigt. Bien sûr. Ouais. Merci pour l'exemple en tout cas. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? Et ben pour 2024, ce qu'on nous souhaite, très bonne question encore, mais tu n'as que des questions excellentes, Antoine. C'est un peu un métier. Hein, c'est ça. Je ne suis pas surpris. Pour 2024, ce qu'on aimerait bien, c'est modestement, à notre échelle, réduire l'empreinte carbone, remplacer un petit peu de voitures qui tournent sur des distances courtes en livrant à nos clients passionnés des formidables. Donc c'est ça l'idée. Premier engagement avec ce vélo-là. Et puis réussir aussi à toucher d'autres gens qui vont être des gens qui sont peut-être plus des professionnels et qui vont dire moi j'ai pas d'enfant, j'ai besoin d'emmener des caisses de vin, j'ai besoin de faire mon marché parce que je suis restaurateur, j'ai besoin d'une caisse à l'arrière, j'ai pas besoin des portes ouvrantes devant. Donc de faire un modèle formidable plutôt famille et un modèle spécialiste plutôt B2B. Donc c'est ça l'idée. Je pense qu'on aura réussi notre objectif fin 2024 si on a vendu 150 vélos à nos clients et si aussi les gens qui bossent chez Galian, mais j'en doute pas, parce que toute l'équipe qui bosse avec nous est une équipe vraiment excellente et je les salue ici. On bosse avec des gens qui sont passionnants et c'est vraiment un bonheur de travailler avec toute l'équipe Galian. Ça fait plaisir à entendre. Et dernière question, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te retrouve? Alors on retrouve Galian sur le site galiancycle.com. Donc on va avoir un peu d'informations sur le vélo, sur l'équipe.
Après, on nous suit sur les réseaux. Moi, je suis plutôt sur LinkedIn, mais Galian est assez présent avec le travail que fait Héloïse sur marketing.com sur Instagram, un peu sur Facebook aussi. On nous retrouve assez facilement sur les internets, comme on dit. On ne nous trouve plus sur le Minitel. On a arrêté. Ouais, on a arrêté le dommage. Minitel. Ouais, dommage, je sais bien. Mais Le tam-tam Donc, peut-être. un peu aussi de tam-tam de temps Ouais. en temps. Ouais, moi, je fais beaucoup Génial. de batterie, donc j'aime beaucoup la batterie. Donc, Oui. mais c'est pas trop en lien avec le. Il y a un le service vélo. Bebop aussi, Voilà, je crois. Ah, ouais. sur, oui, Bebop, Ouais. oui, on avait ça, oui, oui. On ne trouve pas là-dessus non plus. Non, mais et puis on peut nous appeler par téléphone, par mail, et puis on va aussi nous trouver sur des salons. On va Oui. être prochainement à Vélo in Paris. Ah, ouais, très bien. Voilà, on sera à Épinal, à Enjoy Vélo bientôt. On va être à Vélo Nantes. Et je salue à Lyon, on sera là en septembre aussi à Lyon avec nos amis Alexandre Carzanti, avec le Cargo Bike Festival de Lyon. Et oui. Et on annonce là qu'on concourt au concours du plus beau cargo du monde ou de l'univers. Je ne sais plus si c'est le monde ou l'univers. Donc on espère avoir un petit prix sur ce contest Génial. de septembre. Écoute, merci beaucoup pour tout ça et puis bonne continuation. Merci beaucoup Antoine pour ton engagement autour du vélo et tes émissions. Merci encore. Merci. Salut. Nous sommes toujours sur le salon de Lyon Mobility avec Adam Mercier. Adam de LMX. Yes. Bon Adam, comment ça va? Écoute, ça roule. On attaque le salon, on regarde comment ça se passe. On attend le week-end, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Bon, Adam, il faut que tu nous parles de LMX. Ouais. Cette boîte un peu, cette marque un peu entre les deux, qui à la croisée des mondes. Mais à sa place aujourd'hui. À sa place aujourd'hui, et oui, Eh parce oui. que la tendance s'est ajustée en ta faveur. Non, je disais à sa place parce qu'on est au salon de la moto. Oui, au salon de la moto, exactement. Mais tu fais pas que. Alors on fait pas que ça. de la moto. Ouais, en fait, LMX, on est spécialisé dans le speed bike et cette philosophie vraiment de trouver le maillon manquant entre le vélo et la moto. Voilà. Et LMX, en fait, ça veut dire lightweight motocross. Donc une motocross ultra légère par des modèles qui se rapprochent d'une petite moto avec lequel tu peux tirer la bourre avec les copains, rouler en enduro en tout terrain, et de plus en plus avec des modèles qui sont ce qu'on appelle des speed bikes, donc des vélos électriques 45 km/h, qui ont la particularité chez nous d'avoir un accélérateur. Donc tu as en fait vraiment un hybride entre vélo et moto. Voilà. Mais alors justement, c'est un peu un engin qui brouille les pistes parce que on a un pédalier, on a une gâchette, enfin pas une gâchette, une poignée de gaz. C'est carrément un accélérateur. Ouais. On a une poignée d'accélérateur, on a une transmission par courroie. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est un vélo ou une moto? Alors c'est un LMX. C'est C'est vraiment entre les deux. L'idée c'est que tu vas avoir les contraintes d'un vélo, d'un VTT, mais tu vas avoir les performances d'une petite moto. Et c'est vraiment là-dessus qu'on apporte de la polyvalence et un usage différenciant, quoi. Alors justement, parlons de l'usage. C'est quoi l'usage? Qui utilise ce type de produit? Alors là aujourd'hui je t'ai apporté une version qui est une version homologuée, qui est une version que tu peux utiliser en vélo taf, mais surtout que tu peux utiliser en vélo taf périurbain. Tu peux te permettre de sortir de l'environnement urbain, tu peux te permettre d'aller faire des trajets qui font jusqu'à 15-20 km pour aller travailler, parce que ta vitesse moyenne, grâce aux 45 km/h, elle va être plus élevée. Voilà. Donc là, c'est une version homologuée, équipée avec son support de sacoche et compagnie. Tu peux vraiment l'utiliser pour faire du vélo taf. Mais ça reste un truc avec une grosse ADN tout-terrain. Ça reste un truc où, si tu veux aller rouler le week-end, tu démontes ton support de plaque, tu as 4 vis à enlever, et tu vas rouler en enduro, tu vas rouler en tout-terrain. Donc tu vas changer éventuellement tes pneus. pour Ouais, avoir des ou tu trucs gardes à- même la même monte. Hein. Tu sais que tu peux rouler maintenant avec des pneus qui ont quand même une bonne durée de vie et une bonne résistance à la crevaison. Alors, C'est vraiment un SUV en fait, tu vois, c'est un Ouais. truc utilitaire, sportif, tout-terrain. Ouais, et qui, encore une fois, brouille pas mal les pistes parce que ouais, on a ce vélo. Alors, je vous invite à aller voir ce que fait LMX et puis à regarder éventuellement la vidéo sur YouTube. Donc, est-ce qu'on peut rouler sur les pistes cyclables avec? Alors en France, non. Il y a Ok. certains pays d'Europe dans lesquels c'est autorisé. Je t'avoue que c'est un sujet de lobbyisme pour nous. Ce serait intéressant de pouvoir promouvoir cet usage-là, comme c'est le cas dans d'autres pays. Hein. On n'est pas les seuls à faire du lobby là-dessus. Hein. Tu regardes
des grandes marques de speed bike comme Stromer ou autres, ils font aussi ce lobby-là, hein, parce que tu n'es pas complètement à ta place sur la route et des fois sur certaines pistes cyclables, oui, tu vas un petit peu trop vite. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux changer la limite de vitesse sur ce modèle? Ouais, en fait, tu as différents modes d'assistance. Tu as un premier mode qui se rapproche vraiment dessus d'un vélo électrique classique, 25 km/h, capteur de couple au pédalage. Tu es sur un vélo électrique classique. Et ensuite, quand tu montes dans tes modes, ton mode 2, ton mode 3, là, tu es dans un truc un peu hybride où tu as ton capteur de pédalage et tu as ton accélérateur qui devient prioritaire. C'est-à-dire que dès que tu l'actives, c'est l'accélérateur qui prend le pas. Et là, tu peux monter jusqu'à 45 km/h. D'accord, donc je peux activer la motorisation en pédalant et avec la commande de gaz. Ouais, Ouais. tu as vraiment un mode hybride en fait. Et c'est là qu'on a cette polyvalence dans l'usage de savoir te dire, ouais, je peux l'utiliser comme un vélo électrique. Ouais, je peux aller faire une sortie avec mes potes qui ont un VAE 25 km/h. Et quand j'en ai envie, soit j'en ai besoin, je peux aller prendre mon accélérateur et aller me mettre plus de puissance, plus de watts, plus de vitesse. Alors dans la mesure où il y a une transmission avec chaîne et dérailleur, comment est-ce que ça fonctionne? D'où vient la puissance? Comment elle est transmise à la roue? Alors en fait le système il est là pour découpler la puissance du moteur du pédalage. C'est-à-dire qu'en fait tu n'as aucune puissance, aucune assistance qui vient sur ta transmission mécanique. Donc ta durée de vie de ta transmission elle est super bonne, hein. Elle est même meilleure que sur un vélo pas électrique. Parce que tu es soulagé par la partie motorisation de l'autre côté. Donc tu as une chaîne, une transmission qui a vraiment cette bonne durée de vie et qui va pas prendre le couple, qui va pas prendre la charge, qui va pas prendre les à-coups du moteur électrique. Et toute la puissance électrique passe sur la deuxième transmission qui est dotée d'une roue libre et qui est complètement découplée pour le coup. Mais tout ça est géré électroniquement, donc c'est le capteur de couple qui va déclencher et qui va t'envoyer du pilotage sur la transmission dédiée de l'autre côté. Alors, quand est-ce que tu as créé LMX? Alors LMX, c'est les premiers protos. Moi, je les ai créés par plaisir, par envie de rouler. Je roule en tout terrain. Je fais pas mal de sports extrêmes, du kitesurf, du parapente, des trucs comme ça. Et sur ces sports-là, en fait, je me suis toujours dit, ouais, c'est cool, mais tu as quand même un aspect météo qui est assez chiant. Hein, tu dois attendre la météo, le vent, les vagues. Tu as un aspect ranger ton matos. Parce que tu rentres, faut rincer ton matos de kite, c'est un peu chiant. Et en fait, avec ce type de véhicule que j'ai commencé à prototyper à l'époque, je me suis dit, en fait, c'est cool, hein, tu prends le truc, tu vas derrière chez toi, tu vas rouler, tu rentres, tu le poses dans le garage, éventuellement tu mets un coup de jet d'eau et c'est tout, quoi. Tu vois, c'est plus de plaisir et moins de contraintes. Et c'est vraiment ça la philosophie derrière LMX, quoi. Et alors, c'était quoi les premières étapes? Enfin, justement, en fait, ça a démarré un peu comme tout le monde. Hein. Tu achètes un kit avec un moteur moyeu dans la roue arrière. Moi, j'ai très vite eu un usage tout-terrain, à sauter, à essayer de sauter des barres rocheuses, essayer de sauter des caillasses. Voilà, j'étais dans un endroit assez sympa pour rouler quand j'ai commencé à rouler. Et donc, on casse des rayons, on fait chauffer les moteurs, parce qu'un moteur moyeu, c'est pas adapté pour ce genre d'usage. Et donc, très vite... un deuxième système avec un moteur de modélisme à la base, parce que voilà, bricoler des moteurs, des contrôleurs, des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'arrive pas à faire un système sur lequel j'ai des pédales, j'ai un moteur et j'ai de la puissance. J'y arrivais pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est passé par cette phase où on a fait des motos. On a enlevé les pédales, voilà, parce que c'était trop compliqué, c'était trop... T'arrivais pas à avoir la fiabilité, t'arrivais pas à avoir le côté vraiment pédalage, moteur, vraiment le côté vraiment hybride entre les deux. Et donc c'est au fur et à mesure qu'on a fait les motos et en parallèle, donc toujours ce truc au fond de la tête de se dire, en fait nous ce qui nous intéresse vraiment c'est de faire un truc qui ressemble quand même à un vélo dans son usage, mais qu'à les watts. Et comment le faire efficacement, c'est cette histoire de double transmission qui est arrivée à peu près en 2016-2017. Ok. Tu peux nous parler un peu de la gamme aujourd'hui? Ouais, alors on a pas mal recentré les produits, donc je te parlais des motos, hein, on est passé par une étape moto, on a fait des motos de course, des motos de tout terrain assez performantes avec des gros débattements de suspension, avec jusqu'à 12 kW de puissance pour une moto qui faisait 47 kg. Donc on avait vraiment un rapport poids-puissance, donc dans le lightweight motocross, on était complètement là-dedans, à fond. Et en fait, il y a quand même pas mal de concurrence asiatique sur ce type de moto. Tu as les Suron qui sont arrivés, les Talaria qui sont arrivés. Et nous, on avait du mal à se positionner niveau de tarif sur une gamme de prix qui soit réaliste avec notre fabrication française. On fabrique nos batteries, on fabrique pas mal de choses. On en parlera peut-être après.
Mais on n'avait pas trop de trucs vraiment uniques à proposer par rapport au Sur-Run. On avait des motos qui étaient mieux équipées, très performantes, super bons résultats en compétition avec ces motos-là. Mais pour autant, la différence de prix était juste trop élevée, quoi. Et par contre, sur les modèles speed bike, sur le modèle avec la double transmission, qui est un système qu'on a breveté, là, on apporte vraiment quelque chose d'unique et on apporte vraiment de la valeur pour nos clients, de se dire, bon, bah, ça, ils peuvent le trouver nulle part ailleurs. Tu vois, un truc qui te donne des performances de moto dans un corps, entre guillemets, de vélo, ça, c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez unique. C'est pour ça qu'on a poussé à fond le concept avec le 56 sur lequel on a refait une grosse partie du système, un moyeu arrière un peu plus standard, un peu moins large, un bloc moteur tout intégré avec des communications CAN bus et compagnie, une nouvelle batterie de 1000 Wh intégrée dans le cadre, un nouveau châssis avec une nouvelle géométrie de suspension. Donc on a vraiment retravaillé tout ça et donc on a recentré la gamme. Aujourd'hui on propose plus que les LMX 56 dans différentes déclinaisons. Donc ici une déclinaison homologuée et puis après des déclinaisons vraiment orientées tout terrain, sport et des trucs assez sympas. Ok, tu peux nous parler un peu des tarifs de la gamme? Ouais, donc ça démarre à partir de 7 800 € pour un vélo où le cadre est fabriqué, soudé à 10 bornes d'ici, hein, donc vraiment soudé en France. On fait aussi l'assemblage de nos batteries, donc voilà, le Made in France, il est là à pas mal de niveaux sur le système global. Donc à partir de 7 800 € et sur les modèles un peu plus haut de gamme, jusqu'au très haut de gamme, on monte quasiment jusqu'à 12 000 € sur les modèles très haut de gamme. Donc là, tu as un niveau d'équipement vraiment top avec de la fourche en 38, avec du AXS sans fil au niveau de la transmission, un montage de cochon. Voilà. D'accord, justement, il y a des courses? Alors ouais, on roule en e-bike World Cup. Alors celui-là c'est une version homologuée, mais si on t'avait ramené un autre bike, tu aurais pu voir un petit sticker de la FIM sur le cadre, parce que les véhicules sont en fait contrôlés par les officiels de la Fédé, et on a des courses qui s'appellent le e-bike World Cup. Donc c'est une coupe du monde e-bike administrée par la Fédération de la moto. Ouais. Voilà. Qui se déroule sur des terrains de motocross. Terrain typé motocross, ouais. Il y a aussi des versions un peu enduro qui existent. Il y en a une à Superbès il y a quelques années. Il y en a qui sont en Italie. Donc c'est vous. Aujourd'hui, le circuit, il y a pas mal de choses qui se passent en Belgique et en Italie. Ouais. Cette année en France, je crois qu'on n'aura pas de course, mais on en a eu une l'année dernière de l'e-bike World Cup. D'accord, oui, effectivement. Je me rappelle très bien des moments où il y a eu cette espèce de rapport de force, passe d'armes entre les deux fédérations. Qui s'occupe du e-bike. Nous, pour le coup, on n'est pas un e-bike. Il faut qu'on soit assez clair avec ça. Nous, c'est pas un e-bike, c'est un speed bike. Donc, il est homologué en catégorie cyclomoteur. On a toutes les homologations qui vont bien dans la catégorie. Mais c'est un cyclomoteur. Ça veut dire qu'il faut rouler avec une plaque, ça veut dire qu'il faut rouler avec une assurance, et ça veut dire qu'il faut potentiellement demain, c'est en discussion, c'est encore de négociation, passer un contrôle technique sur ce véhicule-là. Donc ça, c'est des choses qui, voilà, avec les licences sportives, on arrivera peut-être à trouver des passes droits, entre guillemets. Voilà. Ok. Pourquoi une présence au Salon de Lyon? Qu'est-ce qui t'intéresse ici? Nous, on est local déjà. Ouais. Hein, ça fait, je pense, la 4e ou la 5e année qu'on vient au Salon de Lyon. Donc c'est quelque chose qu'on a fait depuis pas mal d'années. On a eu des très bons retours salon l'année dernière. On était très contents de notre présence ici. Parce que vu qu'on est LMX, on est entre vélo et moto, on a toute notre place ici, dans un salon de la moto. Et peut-être plus que d'autres marques qui sont vraiment purement orientées vélo, pour le coup. Et donc on a vraiment des super bons retours de clients, de gens qui viennent de la moto de trial, de l'enduro, et qui, avec ces véhicules-là, retrouvent des sensations de pilotage, des usages, des choses qu'ils ne peuvent plus faire avec leur moto de trial ou d'enduro. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, sur ce salon? Tu nous as parlé justement des différentes populations qui y viennent, mais je sais pas, qu'est-ce que tu apprécies quand tu reviens ici? Nous, c'est le côté essai, tu sais, c'est quand même assez bien foutu à chaque fois. Ils ont des pistes d'essai qui tiennent la route, c'est super important, avec des zones spectateurs autour des pistes d'essai, c'est très important aussi. Et ça permet d'avoir vraiment un retour, une visibilité sur les essais et de faire vraiment de la qualité par rapport aux essais. Okay. Ça, c'est top. Voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? Tu sais que pour le vélo en général, ça reste compliqué. Nous, on est sur un segment un petit peu différenciant, donc ça va. Mais on espère
un retour à la normale, une stabilisation du marché avec peut-être moins de prix cassés de la part de certaines marques, avec du coup un maintien des marges pour tout le monde qui soit plus intéressant, quoi. Ok. Voilà. Et enfin, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit? Alors nous on est présent sur Instagram, LMX Freeride et LMX Inside, donc on a un canal spécial pour les infos un peu inside, les infos courses, les infos ateliers, qui est pas mal apprécié par nos clients. On a une chaîne YouTube LMX Inside aussi, sur laquelle on peut faire des vidéos où on explique vraiment les actualités de la marque. Et puis après, sinon, notre site internet sur lequel on a un beau configurateur, on peut choisir toutes les options en 2D, en 3D. Un truc assez sympa. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Adam. Y a pas de souci. Et puis on te souhaite une bonne continuation. Et à très bientôt. Merci. Nous sommes sur le salon de Lyon, toujours. Et cette fois-ci avec Benjamin de Radior. Bon, salut Benjamin. Salut Taïo. Comment ça va? Bah écoute, très bien, on est sur le 2e jour du salon, toujours en pleine forme, encore 2 jours et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Allez, donc on est toujours en direct, enfin presque en direct, sur le podium, avec derrière Philippe Join-Lambert qui met le feu sur la démo. J'espère que vous nous entendez bien. Et on est avec un magnifique spécimen de Radior. Franchement, belle bête, vraiment. Écoute, merci beaucoup, hein. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce modèle unique. On va avoir le temps, j'imagine, de revenir dessus. L'idée de ce vélo, elle est partie de l'histoire de Radior. En fait, Radior, c'est une marque qui a été créée en 1904 à Bourg-en-Bresse par un monsieur qui s'appelle Monsieur Chapollard, Joseph de son prénom. Et il faisait des vélos à Bourg-en-Bresse. Et pour les 120 ans de la marque qu'on a relancé il y a 3 ans, on a voulu faire un vélo anniversaire, un modèle unique. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce vélo. Aujourd'hui, on est sollicité pour le vendre. En tout cas, on nous pose la question sur le salon, savoir est-ce qu'il est à vendre, est-ce qu'il y a des exemplaires qui sortiront, qui seront commercialisés. Donc on se pose la question. Je n'ai pas de réponse à t'apporter, mais il plaît beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même de toute beauté et vous avez un peu pimpé tout ça, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des pièces un peu uniques. C'est ça, alors complètement unique et faite à la main. Alors nous, Radior, on a une philosophie, c'est le fabriquer en France et le fabriquer en local. Donc on a la particularité d'être une des rares marques à avoir industrialisé la fabrication de notre cadre en interne. Donc on fabrique notre cadre et sur ce vélo, on est parti des composants qu'on avait, qu'on produit. Donc le cadre est le même que nos vélos de série et les manivelles, les garde-boue, le tendeur de chaîne sont également les mêmes références qu'on est venu désanodiser à la lessive de soude et polir à la main au Belgomme alu. Donc big up évidemment à François Bienvenu qui est dans l'équipe et qui a donné de sa personne. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu des jantes? Les jantes, donc c'est des jantes Mavic. Pour la petite histoire, François que je viens de citer est un ancien de chez Mavic. C'est lui qui a lancé et produit les jantes chez Mavic, en tout cas fait tout le développement. Aujourd'hui il est chez nous et donc c'est des jantes en 30 mm qu'on a sélectionnées pour notre vélo. Et pour la petite histoire, donc sur ce modèle-là, et de la même manière, je remercie les équipes de Mavic à Saint-Trivier qui nous ont apporté un petit coup de main et encore un chaleureux merci à eux, puisqu'ils sont venus rayonner gracieusement les jantes. Et ça, pour le coup, ça a été une grande aide. Ils nous ont fourni les stickers. Donc vraiment, merci à eux s'ils passent sur ton podcast. J'espère qu'ils entendront et qu'ils seront à l'écoute de ces remerciements, parce que finalement on a la chance en local d'avoir cette belle marque française hein, et l'histoire qui va avec. Nous on assemble nos vélos à Châtillon-sur-Chalaronne dans le département de l'Ain, à 6 km du site de Saint-Trivier-sur-Moignan, et donc on a cette chance de pouvoir être régulièrement en contact avec eux. Alors oui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, il s'agit de jantes Mavic en 30 mm. C'est des modèles VTT ça à la base ou... Alors c'est un modèle qui s'appelle la e-City. C'est vraiment un modèle qui est prévu pour le côté robuste, donc en 27,5 et en effet 27,5 qui est plutôt un standard de VTT, on est d'accord pour se le dire, et qui peut être monté sur du VTT avec ses sections de pneus qui vont avec. Donc nous, 2 séries, nos pneus sont montés en 2,10, en 2,15. Et donc la dénomination e-City, pourquoi je ne sais pas, okay. Mais en effet on est plutôt sur de la jante de VTT.
Donc, jantes en 30 mm, elles sont polies, elles sont absolument magnifiques, avec le petit sticker Mavic de l'époque, Mavic service course, etc. Et franchement, vraiment une belle gueule. Est-ce que tu peux nous parler un peu donc, des différents modèles de la gamme? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on propose sur la base d'un même cadre 2 modèles. En fait, notre cadre, il a la particularité, comme je disais, d'être fait en interne, qu'on décline dans 2 tailles, une taille M, une taille L. Aujourd'hui, ça ne correspond à rien puisqu'on a notre guide de taille qui nous correspond. Donc on couvre les utilisateurs d'1m50 à 1m95. Ah ouais. Avec ces 2 tailles-là. En fait, on agrémente ensuite le cadre avec une potence réglable notamment, ce qui nous permet de trouver voilà, des positions qui correspondent à tout le monde, en tout cas dans cette gamme de tailles. Et donc ce cadre entièrement fait dans l'un, industrialisé en interne et qui est réalisé au travers de différentes étapes qui vont de la première découpe laser, puisqu'on a un profilé qui est le profilé Radior. C'est des tubes qui sont étirés à froid par Osborne en Seine-et-Marne. Donc même les tubes sont français, l'acier est français parce que c'est un acier ArcelorMittal. On va vraiment jusqu'au bout du geste. Et de la première découpe laser jusqu'au cadre comme il est devant nous et comme on le propose, ce sont des cadres faits en France. Et donc nos modèles, sur la base de ces cadres-là, c'est un urbain qui s'appelle le Phoenix et un trekking qui s'appelle le Garuda. En fait, on vient agrémenter l'usage au travers des périphériques qu'on va monter sur ces cadres-là. Ok, donc là on a une fourche rigide. C'est la même fourche sur tous les modèles? La fourche rigide, elle est spécifique au modèle urbain, tout à fait. Okay. Donc c'est une fourche qu'on fabrique également. Très bien. Je vois que tu utilises le moteur Valeo. C'était un peu une évidence d'avoir le moteur Valeo, produit français? C'était tout à fait une évidence. Pour la petite histoire et pour aller dans les détails, dans les 6 associés qui ont relancé Radior, on a un usineur qui s'appelle Christophe Druguet, qui est gérant de l'entreprise Druguet SAS et qui fait des moules pour Valeo. Donc on avait connaissance de cette démarche initiée par Valeo avec Efigir sur la partie boîte de vitesse, donc de développement de ce moteur-là. Donc dès le développement du vélo en 2020, on s'est tourné vers la motorisation Valeo. Notre premier prototype, on l'a présenté en septembre 2021 avec une impression 3D du moteur. Il était encore pas roulant et pas abouti, mais on a pensé le vélo autour de cette motorisation qui, avec sa boîte de vitesse automatique, on est d'accord pour se dire que c'est l'avenir de la mobilité. Effectivement, on en a parlé avec d'autres dans d'autres domaines. Est-ce que tu peux nous parler de la distribution? Aujourd'hui, on distribue beaucoup en direct. C'était pas forcément le schéma voulu d'entrée puisqu'on est fabricant et on a volonté de confier la distribution, la vente à ceux qui le font tous les jours. Ils connaissent leurs clients, ils connaissent leur territoire et c'est eux qui le font le mieux. Pour autant, le contexte fait qu'on est sollicité en direct par des clients qui ne trouvent pas forcément de revendeurs puisqu'on construit le réseau de distribution aussi au gré des rencontres, au gré de nos tournées commerciales et des opportunités qui naissent. Donc on a fait beaucoup de ventes en direct. Aujourd'hui, on est grosso modo sur un ratio 3 quarts, 1 quart. J'aimerais pouvoir inverser la tendance puisqu'on est une petite équipe et que ça me prend beaucoup de temps. Mais je le fais avec plaisir parce que je viens de la vente. Donc à terme, on aura d'ici la fin d'année une 60aine de points de vente. En tout cas, c'est l'objectif à travers la France. En parallèle, je construis un réseau d'ambassadeurs. L'idée, c'est d'avoir autant des particuliers qui sont déjà clients ou qui sont intéressés par le vélo, mais aussi des professionnels qui roulent avec notre vélo tous les jours. Je pense notamment à un torréfacteur qui est sur La Rochelle, qui a un de nos vélos, qui se déplace, qui fait ses livraisons dans un périmètre réduit, qui va sur les marchés avec sa charrette, sa remorque de café avec notre vélo. Et dans les particuliers, il y a également le petit-fils du dernier dirigeant de Radior, dirigeant des années 50. Donc voilà, quand il m'a écrit, je ne pouvais évidemment pas lui dire non, que je ne pouvais pas lui prêter un vélo, en tout cas pour ce rôle d'ambassadeur. Et si tu aimes les petites nouveautés, on a prévu sur le printemps un système de parrainage pour que quiconque qui nous amènerait des prospects qui se concluent par une vente, on puisse également rétribuer ces ventes-là. Alors ça nous oblige à revoir un peu l'aspect de vente en direct. On sait qu'on va la conserver encore un petit moment dans des proportions qui sont au-dessus de ce qu'on s'était fixé. L'idée, c'est quand même que le site, par la suite, devienne simplement une vitrine et qu'on puisse compter sur de nombreux revendeurs. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de l'équipe? L'équipe, elle est assez particulière.
Je vous ai cité François, on m'a présenté, enfin je discute avec toi. En fait, on est les 2 salariés de Radior. Avec nous, on a Alexia, une alternante qui nous a rejoint en septembre, qui me prête main forte sur la partie commerciale, marketing, communication. Et en fait, à 3, on forme l'équipe Radior. Et on a la particularité d'avoir 6 patrons, puisque ce sont 6 associés qui se sont mis autour de la table avec cette idée de faire un produit ensemble. Donc eux, leur temps est entièrement bénévole. En tout cas, leur temps n'est pas refacturé à l'entreprise Radior. On fabrique le cadre et on industrialise la fabrication de notre vélo à travers leurs entreprises. Mais on a la chance de compter sur leur expérience, de gestion d'entreprise et leur expérience industrielle. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de la gamme, tu nous en as parlé, les tarifs des vélos? Aujourd'hui, on est sur un segment relativement haut de gamme, premium, hein, et on ne se le cache pas, c'est un vrai choix. Je pourrais le détailler pourquoi après. On a également une philosophie qui est du vélo sur mesure. Alors pas forcément comme on l'entend chez les cadreurs, mais plutôt dans l'usage. C'est-à-dire qu'on propose des vélos nus, sans accessoires, et l'idée c'est de ne faire supporter que le coût des accessoires dont l'utilisateur a besoin. Ce qui fait qu'on a un prix de départ autour de 4 000 €. Donc 4 090 pour le Phoenix, le modèle urbain, et 4 290 pour notre Garuda, le modèle trekking. Et sur ces vélos roulants mais nus, sans accessoires, on vient vraiment ajouter les options, les accessoires dont on a besoin dans son usage. Donc on fait ce qu'on appelle du semi-montage à la carte finalement. Et on a des prix de vente aujourd'hui, un panier moyen autour de 4 800 € sur la centaine de vélos vendus. Ok, excellent. Là, je vois qu'effectivement sur ce modèle-là, il y a pas mal de composants qui sont un peu pimpés, puisque c'est un vélo qui est tout brillant, celui-là par exemple. Tu peux nous parler un peu du montage? Alors aujourd'hui, le montage de ce vélo-là, donc comme je le disais en introduction, au niveau des éléments de série, c'est assez simple, c'est la plupart des éléments je dirais. Donc les jantes sont de série, le moteur Valeo c'est le moteur qui est de série. On est en pignon, plateau, Stronglight, donc en fabrication stéphanoise. Les garde-boue sont également fabriqués par Stronglight en roulage aluminium. Ce qui va différer de la série, c'est les éclairages. Donc là, qui nous sont fournis par Spaninga, qui est quand même notre fournisseur sur l'éclairage de série. On a une tige de selle, une potence réglable et un cintre Ergotech. Alors la potence réglable, on l'a également de série. La tige de selle aussi. Le cintre, il peut varier d'un modèle à l'autre. Les poignées ne sont pas du tout de série. Et la selle Italia, le modèle Storica n'est pas de série. Et voilà, globalement, on a un mix parfait entre un vélo proche tout de même de ce qu'on voulait présenter en guise d'ADN, en guise de vitrine de l'histoire de la marque, mais qui soit aussi proche de la série. Et on n'a pas parlé du porte-bagages, mais le porte-bagages est fait également en interne. Donc là, on l'a simplifié. On n'a pas la plaque sur le dessus. On est simplement venu mettre 3 tubes pour le côté old school. Excellent. Pourquoi tu es au Salon de Lyon, toi? Qu'est-ce qui fait que tu avais envie d'exposer ici? Le salon de Lyon, le salon du 2 roues, alors moi il y a une histoire personnelle pour laquelle je voulais être là avec Radior. C'est qu'il y a 1 an en arrière, j'ai amené mon CV à Radior en main propre et force est de constater que ça a marché. Pourquoi le salon de Lyon? Simplement parce qu'on est en local. Nous on est une entreprise de Bourg-en-Bresse, comme je le disais, hein, Radior, le fabricant de vélos à Bourg-en-Bresse au XXe siècle, mais aussi au XXIe siècle. Hein, c'est pour ça qu'on a redéposé la marque. On est évidemment ultra chauvin localement. On a un vélo Rhône-Alpin à plus de 70%. Donc tout ça a été cohérent. Et on voulait aussi apporter du lien entre l'année dernière où l'entreprise présentait son prototype, enfin le dernier prototype avant la pré-série. Et on a bien fait parce que les visiteurs cette année nous disent « Mais oui, je me souviens très bien de votre stand l'année dernière où on avait des anciennes motos Radior. » Et aujourd'hui, on fait le lien, voilà. Avec les Lyonnais, mais pas que, parce qu'il y a des gens qui viennent du Sud, il y a des Grenoblois, il y a des gens qui viennent même de Normandie qu'on a rencontrés tout à l'heure. Donc on fait le lien, c'est un salon qui reste un des salons du 2 roues et du vélo parmi les plus visités, hein, des salons majeurs. Donc on avait tout intérêt à être là et puis c'était la sortie de ce vélo, on avait hâte de le présenter, donc on voulait le présenter le plus tôt possible dans l'année. Génial. Qu'est-ce qui te plaît ici quand tu es là au salon?
Ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la mixité du visitorat. Avec l'histoire de Radior, on touche aussi bien les cyclistes qui nous découvrent, ou les vélo-taffeurs, ou les gens qui veulent se mettre à la mobilité douce, mais aussi les motards, parce qu'on a la chance cette année de compter sur une exposition de motos anciennes Radior dans le hall d'à côté. Donc on vient créer le lien de cette histoire, autant des visiteurs qu'on envoie vers cette exposition que des visiteurs qui arrivent de l'exposition et qui nous trouvent ici dans le hall mobilité. Ce qui me plaît également, c'est l'ambiance et la mixité des solutions de mobilité. Moi, je suis fervent défenseur de ces mobilités douces, donc de pouvoir permettre à tout un chacun de trouver la solution qui correspond à son besoin. On parlait tout à l'heure de répondre aux justes besoins de ses utilisateurs. C'est notre démarche en interne, mais c'est aussi ce qu'on apprécie dans ce type de salon. Excellent. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Ce qu'on peut nous souhaiter pour 2024, c'est évidemment la réussite de Radior. Aujourd'hui, les ventes sont au rendez-vous. On a en parallèle commencé à développer la production en marque blanche pour des marques qui souhaiteraient réindustrialiser. Donc on a ouvert nos savoir-faire, le savoir-faire de ces 6 entrepreneurs, et force est de constater que ça fonctionne. Alors je ne sais pas si ton œil averti l'a vu, mais typiquement ce tube batterie se retrouve ailleurs sur le salon. Et donc je t'inviterai à le chercher éventuellement. Mais voilà, pour 2024, on souhaiterait développer cette partie-là en parallèle de nos ventes et d'être au contact d'un maximum de Français et de leur proposer de la mobilité vraiment fabriquée en France. Parfait. Et en dernier lieu, où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on te voit ? Alors vous nous retrouvez sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On a un site internet qui est en refonte. Et dernière petite nouveauté, ça c'est l'exclusivité, parce que même en interne c'est encore en cours de négociation, mais ça permettra de mettre des billes en ma faveur. Donc on s'appelle Radior Bike sur les réseaux. Le bike il va disparaître au profit de Cycle Radior. Un clin d'œil encore une fois au fabriqué en France et puis à l'histoire de notre marque. Parfait. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi Tayo. Et puis à très bientôt. À bientôt.